On va tout de suite passer la parole donc à Gilles Lemel pour la présentation. Gilles qui a monté un gros centre de paix et qui va nous expliquer comment faire. Merci beaucoup. Merci Clément et Laurent. Merci au groupe USIC de l'invitation. Alors, j'ai pas monté un centre de paix tout seul, donc il y en a au moins 2 dans la salle qui m'ont beaucoup aidé. Et j'en profite pour les remercier parce qu'ils sont là au quotidien avec moi et sans eux, je serais sous l'eau sûrement. Donc, l'idée là, c'est de discuter un petit peu avec vous ce mot magique qui est la peur team. Et de voir un petit peu comment ça peut se mettre en place et comment ça peut impacter surtout à la fois la prise en charge, mais surtout le pronostic des patients qui se présentent avec une embolie pulmonaire. Alors on le sait, dans l'embolie pulmonaire, il y a pas mal de problèmes. Ceux qui travaillent aux urgences déjà le savent, le diagnostic est souvent extrêmement piégeux, très difficile à faire et très souvent, les patients ne sont pas reconnus ou à un stade assez tardif pour plusieurs raisons, hein, mais notamment, vous le savez, il n'y a pas de signe clinique spécifique, il n'y a pas de biologie spécifique, il n'y a pas de signe ECG spécifique. On n'est pas tout à fait dans l'infarctus du myocarde. Et très souvent, le diagnostic est soit mal fait, trop tardif ou pas fait du tout. Deuxième point, c'est que bien sûr, on est dans un contexte d'urgence. Et le troisième point, c'est que la stratification des patients et du risque des patients est devenue tout à fait critique aujourd'hui parce que Laurent l'a dit en introduction, on a beaucoup de traitements maintenant à proposer à ces patients et l'objectif c'est de proposer le bon traitement pour le bon patient et très souvent malheureusement encore aujourd'hui les patients sont sous-traités. Juste pour exemple, les thérapies avancées, c'est-à-dire les thérapies invasives, que ce soit la thrombolyse systémique ou les techniques percutanées et ou chirurgicales, elles sont proposées à moins de 5% des patients, et y compris chez les patients qui le nécessitent vraiment, type hypotension, dysfonction VD sévère. Les principales raisons pour ça, c'est que on n'a pas encore toutes les données pour reconnaître le bénéfice de ces thérapies. Deuxièmement, on le sait, la thrombolyse, tout le monde en a peur parce qu'il y a un risque de complication, mais de fait, elle est sous-utilisée. Et puis, souvent aussi, on est en défaut parce qu'on répond trop tardivement. Et c'est ce qui fait que les thérapies ne sont pas proposées aux patients. Alors, je vais commencer juste par un petit cas clinique pour illustrer le propos. Donc, on a eu, il n'y a pas très très longtemps, une femme de 33 ans enceinte de 28 semaines qui se présente pour une lipothymie profonde avec une dyspnée, désaturation, tachycardie, tension correcte et pas de doute, elle fait une embolie pulmonaire et elle fait une embolie pulmonaire relativement sévère, risque intermédiaire élevé plus comme on dit, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en choc cardiogénique, mais elle en est pas très loin. Et donc, à ce moment-là, se posent plusieurs possibilités, hein. La première possibilité, c'est de se dire qu'elle est quand même pas très loin du choc cardiogénique, et donc on peut discuter la thrombolyse. Le problème de la thrombolyse chez la femme enceinte, c'est que ça peut faire perdre le bébé, que ça donne des hémorragies placentaires, et donc, ça a été pas mal discuté. Deuxième possibilité, c'est de faire une thrombectomie, soit chirurgicale, mais on sait que là aussi, le risque de perdre le bébé est majeur, soit par voie percutanée, avec le risque d'irradiation per procédure. Et puis, l'autre possibilité, finalement, c'est malgré la gravité, décider de botter en touche, entre guillemets, et de laisser la patiente sous anticoagulant seule. Donc, je vous explique pas la longueur de la discussion qui a eu lieu, mais globalement, et le nombre de personnes investies. Mais au final, on a décidé pour cette patiente de faire une thrombectomie par voie percutanée avec le système FlowTriever, en ne faisant pas les angiographies pré-interventionnelles comme on le fait habituellement pour éviter l'exposition aux rayons X. Et puis, vous voyez que ça a été relativement efficace et que la patiente a pu être améliorée extrêmement rapidement. Alors pourquoi il faut une PERT team? Vous avez le choix, soit vous prenez la figure de gauche sans PERT team et vous voyez que globalement c'est impossible de s'y retrouver. Notamment, vous le savez, on a beaucoup d'hôpitaux autour de nous qui cherchent parfois à nous joindre et en fonction de la gravité du patient, ils ne savent pas qui joindre, ils ne savent pas quel patient adresser à qui, quand, comment, quel traitement proposer et finalement c'est juste le bazar.
À l'inverse, si vous avez la possibilité de mettre dans votre centre une Pert Team, vous voyez que le parcours patient est extrêmement simplifié et les décisions sont beaucoup plus simples à prendre puisque finalement, la voie est unique et que une fois que cette voie est unique, la décision se fait un peu de manière collégiale et rapidement et le traitement peut être initié de façon adaptée. Alors comment on fait pour faire une Pert Team? Le but des diapositives à venir, c'est pas de couvrir tout, hein. C'est pas d'être complet, c'est de vous donner mes principales idées, mes principales pensées par rapport à ça. Un des objectifs, déjà, c'est de pouvoir répondre rapidement aux patients les plus graves. Donc, les patients avec embolie pulmonaire massive ou submassive, globalement, c'est les risques élevés ou risques intermédiaires élevés. Deuxième objectif, c'est de proposer le bon traitement pour chaque patient, comme on l'a dit tout à l'heure. Troisième objectif, c'est d'avoir une décision un peu multidisciplinaire et on sait que chaque décision multidisciplinaire, elle est bénéfique à la fois pour le patient, mais aussi pour ceux qui y participent, parce qu'on apprend tous chacun des autres et des spécialités qui nous entourent. C'est très important de coordonner les soins dans les différents services qui prennent en charge l'embolie pulmonaire, parce que ça peut être l'urgence générale, la cardiologie, le service de pneumologie, la radiologie. Ces patients sont, contrairement à ce qu'on croit, ils ne sont pas uniquement en cardiologie ou en pneumologie ou aux urgences, ils sont un peu partout et c'est très très important de pouvoir coordonner tout ça. L'autre point, c'est de pouvoir mettre en place des protocoles ou en tout cas des algorithmes de prise en charge parce que ça permet de prendre en charge les patients plus rapidement et de manière adaptée. Et peut-être le dernier point, mais qui est de loin pas le plus petit et qui me paraît extrêmement important, c'est de pouvoir... Le fait d'avoir une Pert Team, souvent, c'est qu'on a une base de données qui est accolée et ça permet de collecter les données. Et depuis qu'on a ça, nous, on se rend compte que l'embolie pulmonaire, en fait, on n'y comprend pas toujours grand-chose. Et ces registres, ces cohortes nous permettront certainement de pouvoir progresser. Le deuxième point, c'est que vous devez définir avec qui vous voulez travailler. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je travaille au CHU de Lille, là, donc tout au fin fond du Nord-Pas-de-Calais. Et vous voyez qu'on a des magnifiques villes autour de nous, comme Douai, Arras, Lens, Hasbrook, Armentières. Et donc, c'est des gens avec qui on travaille extrêmement régulièrement, qui travaillent très bien, mais qui sont dans des centres qu'on va dire secondaires ou primaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas toutes les possibilités sur place. Et c'est très très important. Et j'ai beaucoup travaillé avec Basile Verdier et Guillaume Schurtz, que vous connaissez sûrement. Et on est allé, surtout Basile d'ailleurs, un peu dans tous ces centres, plusieurs fois, pour aller présenter notre projet aux urgentistes, aux cardiologues, aux réanimateurs. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, tous ces patients nous sont référés pour être pris en charge et ça marche vraiment bien. Troisième point, il va falloir définir vos experts. Alors, quand je dis expert, vous voyez là, vous avez une magnifique figure qui est extrêmement théorique. Je l'ai dit tout à l'heure, quand on a une décision multidisciplinaire, chacun a ses connaissances, chacun a ses tips and tricks, chacun apporte ses informations. Et donc, bien sûr, si vous arrivez à monter une Pert Team avec tout ça, c'est génial. Mais globalement, je peux vous le dire, nous, à Lille, plusieurs de ces spécialités ne sont pas représentées dans notre Pert Team. Et quelque part, c'est pas très grave, ça dépend le scope que vous voulez donner à votre Pert Team. Si vous voulez discuter toutes les embolies pulmonaires, c'est possible. Mais ça représente beaucoup de monde, parce qu'il faut faire le bilan épiologique, il faut mettre en place le circuit ambulatoire pour les patients les moins graves. Il faut mettre en place l'algorithme de prise en charge des patients les plus graves. Nous, ce n'est pas le choix qu'on a fait. Nous, on a fait un choix où on veut discuter toutes les embolies pulmonaires à très haut risque ou à risque intermédiaire élevé. Les autres, notre Pert Team n'est pas activé. Alors, ça a ses avantages, ça a des défauts. Bien sûr, on ne peut pas se satisfaire complètement de ça. Mais ce qui est très, très important, surtout, je pense, c'est qu'au-delà d'avoir quelqu'un de la médecine interne, au-delà d'avoir un radiologue, au-delà d'avoir un cardiologue, ce qui est très important, c'est d'avoir des gens qui s'intéressent à la thématique et qui sont motivés pour faire fonctionner la Pert Team. Parce que si c'est juste pour mettre une liste de noms et que les gens à la fin ne sont pas joignables ou ne sont pas investis dans le fonctionnement de la Pert Team, c'est extrêmement délétère au final. Donc, bien sûr, c'est très intéressant de faire le bilan étiologique de l'embolie pulmonaire, mais encore une fois, dans la Pert Team de Lille, le choix n'a pas été celui-ci. Et puis, vous devez définir
ce que vous avez chez vous. Donc bien sûr, l'échographie cardiaque ne pose pas de problème, elle est extrêmement facile d'accès, mais vous devez définir quel type de traitement percutané vous pouvez proposer. Donc vous le savez, on a des thrombolyses in situ avec le système ECOS par exemple, on a des thrombectomies mécaniques avec le système FlowTriever qui nous invite aujourd'hui, mais il y a d'autres systèmes concurrents qui vont arriver probablement. La thrombectomie chirurgicale et la chirurgie cardiaque, ça c'est important de savoir, mais c'est voilà. Est-ce que vous avez l'ECMO facile d'accès et le filtre cave qui peut avoir un intérêt dans quelques cas. Donc ça aussi, c'est très important de faire l'état des lieux, à la fois des gens qui sont dans la boucle et du matériel et des techniques que vous avez à votre disposition. Et puis au bout du bout, Benoît connaît bien cet algorithme, il a beaucoup travaillé, donc il ne m'appartient pas, mais c'est un algorithme qu'on utilise à Lille. Encore une fois, le but n'est pas de recopier celui-là dans vos centres, ça n'a à mon sens que très peu d'intérêt, mais c'est de comprendre qu'il faut en faire un. Il faut en faire un parce que, en fonction du matériel que vous avez à votre disposition, c'est extrêmement important de pouvoir faire un algorithme qui vous correspond dans votre centre avec votre fonctionnement. La Purt Team, c'est pas que des centres tertiaires avec la chirurgie cardiaque et tout le matériel de thrombectomie sur place. Vous voyez, là, il y a un algorithme avec toutes les possibilités parce que on a à Lille la chance d'avoir toutes les possibilités. Mais si vous êtes dans un centre avec lesquels on discute, ils ont le même algorithme, sauf qu'en bas, au lieu de voir toutes les techniques, c'est appel du avec un numéro. Donc une Purt Team, c'est pas qu'un centre tertiaire. Il peut y avoir des Purt Teams dans des centres locaux de taille relativement modeste, et c'est très très important de pouvoir mettre ça en place, même dans des centres qui n'ont pas les techniques percutanées sur place. Alors bien sûr, il y a des challenges. Il y a des challenges. D'abord, une partie de ces procédures ne sont pas remboursées en France, donc il faut trouver de l'argent et des fonds pour pouvoir développer ces nouvelles procédures. Il faut pouvoir discuter de qui fait quoi, c'est-à-dire qui fait les procédures percutanées, qui s'occupe du patient, où est-ce qu'il va être hospitalisé, à quel moment. Il faut pouvoir avoir assez de ressources pour avoir une Purt Team qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc ça, c'est aussi un challenge parce que ça fait une astreinte et il faut s'y adosser. Et puis, il faut se mettre d'accord sur un algorithme. C'est pas toujours simple, on a le droit d'avoir certains désaccords, donc il faut discuter, et des fois ça prend un petit peu de temps, mais à la fin, quand l'algorithme est tout fait et tout prêt, c'est un vrai gain. Les bénéfices, à mon sens, ils sont assez évidents. Le but, c'est d'améliorer la prise en charge des patients et de diminuer le sous-traitement dans vos centres. Chaque membre qui participe à la Purt Team va apprendre des autres, et donc ça, c'est très très important. On va faire progresser les connaissances, parce que, encore une fois, je peux vous dire que depuis qu'on a ces techniques percutanées, on se rend compte que l'embolie pulmonaire, on n'y comprend pas toujours grand-chose. Et puis surtout, vous serez préparé, comme pour le cas de la femme enceinte, pour les cas les pires, ceux que personne ne veut avoir et que personne ne veut faire, mais qui pourtant arrivent une fois de temps en temps dans le service. Et quand tout est prêt à l'avance, c'est quand même beaucoup mieux. On a des preuves maintenant que ça fonctionne, donc je ne vais pas vous faire toute la littérature, je vous ai pris un seul exemple, et qui va être extrêmement bref. Ça, c'est un registre monocentrique publié l'année dernière, en 2024, et vous voyez donc dans ce registre, ils ont pris 300 malades traités pour une embolie pulmonaire avant la mise en place d'une Purt Team, ils en ont pris 370 après la mise en place d'une Purt Team, et ils ont comparé 200 patients au moment de la mise en place qui ont été traités en utilisant la Purt Team, et puis 170 malades qui ont été traités pendant la même période avec la Purt Team disponible, mais malheureusement qui n'a pas été mise en place pour des raisons X ou Y logistiques. Ça vaut ce que ça vaut, mais ce qu'on voit, c'est que quand on n'utilise pas la Purt Team, on augmente la mortalité à 30 jours, on rallonge la durée d'hospitalisation, on augmente le délai d'initiation de l'anticoagulation et on augmente le risque hémorragique. Voilà, donc en conclusion, je pense qu'on a tous à gagner à mettre des Purt Team qui ne sont pas forcément, encore une fois, des usines à gaz. C'est des choses qui doivent être extrêmement fonctionnelles, donc il faut des gens très motivés pour le faire. Donc on a tous à gagner à mettre ces Purt Team dans nos centres. Ça améliorera sans aucun doute la prise en charge des patients et nos connaissances de l'embolie pulmonaire.
Il faudra définir avec qui vous voulez travailler, il faudra définir quelles sont les personnes qui vont être investies là-dedans, avec quelle expertise et quel équipement vous avez de disponible. C'est sûr, il y aura des challenges pour la mettre en place, mais à la fin, ça vous permet de collaborer de façon efficace avec tous vos correspondants et c'est le patient qui y gagne et vous aussi d'ailleurs. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Gilles pour ton topo. Petite question du coup, vous, ça fait combien de temps que votre PERT fonctionne sur l'île? Nous, c'est depuis qu'on a la prise en charge percutanée. En fait, les gens ont compris que l'embolie pulmonaire, c'était des situations d'abord extrêmement variées et extrêmement complexes à gérer. Et en ayant ces techniques percutanées, c'est là où on s'est mis à comprendre que il fallait qu'on discute autour de nous pour savoir quel patient on nous envoie. Parce que, en fait, nous, encore une fois, c'est très simple. Le message qu'on a eu, et encore une fois, c'est grâce à Basile Verdier et Guillaume Schurtz qui ont beaucoup travaillé avec moi, on est allé dans tous ces centres qui sont autour de nous et on leur a dit, nous, ce qu'on veut, c'est que vous nous appeliez pour discuter des patients à haut risque et à risque intermédiaire élevé. Et ça fonctionne vraiment pas mal. Est-ce que tu as une idée du nombre de patients pour lesquels on vous appelle, que vous prenez? On prend tout. Vous prenez tout le monde quand on Sauf t'appelle? les seuls qu'on ne prend pas, et j'insiste sur ça, c'est extrêmement important. Les seuls qu'on ne prend pas, pour lesquels on est contacté mais qu'on ne prend pas, c'est soit parce que c'est ni un haut risque, ni un risque intermédiaire élevé, parce que c'est pas ce qu'on voulait au départ. Donc des fois, on nous appelle parce que le patient est un peu borderline et on dit, en fait, non, il rentre pas dans nos clous. Soit, et ça, j'insiste vraiment, c'est extrêmement important, c'est le patient à haut risque qui n'est pas contre-indiqué à la thrombolyse. Ceux-là, on leur dit de thromboliser sur place et on ne les prend pas. Et c'est très important de ne pas transporter. Autant ça peut se discuter, donc Nicolas connaît très bien, il y a Persévère qui est en cours, donc ça peut se discuter de faire une thrombectomie chez un patient qui est à haut risque et qui est contre-indiqué à la thrombolyse ou qui est indiqué à la thrombolyse mais qui est sur place, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de le transporter, mais transporter un malade, nous, de Boulogne ou de Dunkerque pour venir chez nous alors qu'il est éligible à la thrombolyse, ça, on le discute très rapidement, ça va très vite. On dit non, celui-là, tu le thrombolises. Et si tu as un échec, on en reparle dans quelques heures. Mais ceux-là, on ne les prend pas. Ça, c'est un super message. Merci beaucoup, Gilles. Et parmi ceux que tu récupères, est-ce que tu as une idée à peu près de combien de pourcents tu vas faire réellement une technique interventionnelle? Ouais, c'est très simple, c'est 50%. Parce qu'ils sont tous dans PEERLESS 2. Donc, ils sont randomisés. Donc, je peux te dire, à part quelques refus, ce qui est quand même assez rare, mais sinon, ils sont randomisés systématiquement. Donc les seuls qu'on ne randomise pas, c'est les très hauts risques contre-indiqués à la thrombolyse, qu'on nous adresse et qu'on fait en thrombectomie systématiquement. Mais sinon, les risques intermédiaires élevés, 99,9% sont randomisés dans PEERLESS 2. Merci Gilles. 50%. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas. Hein. Thibaut Emery, je suis de Rouen. Nous, on a commencé assez récemment, on a fait 3, en gros, des thrombectomies. Mais alors, il n'y a pas de PERT team chez nous, mais chez vous, du coup, il y a un numéro unique, les centres vous appellent. Alors, finalement, la sanction thérapeutique, c'est quasiment que le cardiologue qui l'a fait, qui l'a choisi au final. Ça dépend qui fait les procédures. En fait, ça dépend des centres. Il y a des centres où c'est les radiologues interventionnels qui font. Ça pose, à mon sens, pas de problème particulier. Nous, effectivement, c'est l'équipe de cardio qui fait. Donc, nous, on a 2 façons de fonctionner. On a ça. Donc, on a des groupes WhatsApp avec les différents centres ou des numéros de téléphone de collègues qu'on connaît très bien. Hein. C'est l'avantage de se déplacer dans les centres avec qui vous travaillez, c'est que vous rencontrez les gens, vous discutez, vous échangez les numéros et c'est ce qui marche presque le mieux. Je ne mens pas, j'ai reçu un texto ce matin, en cours, avec un scanner que j'ai dit je rappelais après le topo. Donc c'est ce qui marche le mieux. Après, l'autre façon pour laquelle on fonctionne, c'est que nous on a donc
on a une petite spécificité à Lille, c'est qu'on a un centre d'urgence cardiologique. Porte, avec bon, comme beaucoup, enfin, vous avez tous un cardiologue de garde sur place, mais nous, c'est vraiment un service d'urgence. Et donc, l'autre message, c'est qu'ils appellent ce cardiologue. Et ce cardiologue, en général, il sait... en fait, les gens qui font... Il faut distinguer la PERT team des gens qui font la procédure. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc, les gens qui font des procédures, nous, on est 3 ou 4. Hein. Donc, on n'est pas très nombreux. Et il faut pas d'ailleurs être... Enfin, il faut à la fois être suffisamment nombreux pour couvrir l'amplitude horaire, entre guillemets, mais à la fois ne pas être trop nombreux parce que c'est des procédures qui sont pas très compliquées quand on fait de l'angioplastie, mais il y a quand même des petits trucs à apprendre. Il y a quand même des complications, il faut savoir le faire. Il y a une petite courbe d'apprentissage. Et les cas, c'est pas comme la coronaire où on peut faire des angioplasties programmées au calme, tranquillement pour apprendre. Là, il n'y a que des urgences. Donc, c'est pas mal moi je pense de ne pas être beaucoup plus que 3-4 pour faire le geste, sachant que je pense que c'est plus simple techniquement de proposer l'ECOS par exemple que de faire des thrombectomies avec le système FlowTriever où il y a des petites choses le matériel est un petit peu plus difficile à manipuler, mais ça s'apprend assez facilement. Hein. Il n'y a pas de... Il y a des petits tips and tricks, mais il n'y a rien de fou. Mais... Et du coup, il n'y a pas de réunion formelle, quoi. Vous avez un groupe WhatsApp avec différentes spécialités. Ah, Chacun on ne donne s'assoit son pas avis. autour d'une table Oui, pour c'est ça, parce que c'est des discuter cas à chaque urgents, donc fois. c'est impossible. Non, c'est pas ça. Hein. La peur team, ça peut être ça. C'est-à-dire que la femme enceinte, par exemple, typiquement, l'avantage de l'EP, c'est que, en général, contrairement à l'infarctus où il faut aller tout de suite, l'EP, il y a quand même on a toujours, notamment pour les risques intermédiaires élevés, ceux qui sont les plus à discuter et les plus discutables, on a toujours un petit peu de temps devant nous. Donc, Votre algorithme, il est quand même très précis. ouais, Et c'est le but. Et à suivre, c'est assez simple finalement. En lisant le Tout à scanner, fait. on arrive à rediriger. La peur team, en fait, elle est là pour communiquer, mettre en place les choses. Après, ça ne veut pas dire qu'il y aura une discussion multidisciplinaire pour chaque patient. Il y a des cas qui sont extrêmement simples. Nous, c'est quand on a un coup de téléphone pour une risque intermédiaire élevé, les décisions, elles sont très simples. Hein. On le prend, il arrive, bonjour monsieur, on fait une étude, est-ce que ça vous intéresse de participer? Oui, clic, groupe anticoagulant, groupe thrombectomie. Après, quand il n'y a pas l'étude, c'est un peu, voilà, c'est difficile je pense que ça va être abordé après, donc je ne veux pas non plus complètement défleurer les autres sujets, mais à qui il faut vraiment proposer la thrombectomie s'il n'y a pas PEERLESS 2, je laisse répondre. Combien de pourcentage d'embolies pulmonaires qui n'ont pas de contre-indication à la thrombolyse tu vas être amené à faire à partir du moment où ils sont arrivés dans ton centre, avec un risque intermédiaire élevé, quelques critères de sévérité. Nous, pour te donner un exemple, on a commencé PEERLESS 2 il y a à peu près 1 an. Mais si tu n'avais pas PEERLESS 2, ouais. tu irais? J'irais faire la thrombectomie, tu veux dire? La thrombectomie, il n'est pas contre-indiqué à la thrombolyse, mais angiographiquement, tu as tout ce qu'il faut pour le faire, tu as des petits Ouais. critères secondaires pour Alors, le faire, pour le expertise pour le encore faire. une fois, c'est gentil de me poser des questions, mais je crois que ça va être abordé, donc peut-être je pourrais donner, à ce moment-là, je laisse présenter et je donnerai ma réponse après. On peut faire comme ça si tu veux, on va enchaîner parce qu'on va en parler avec toutes les présentations d'après. Et l'objectif après, c'est qu'on ait les échanges avec les grosses équipes qui en font. Je reprendrai la réponse après le topo, comme ça je donnerai mon avis à ce moment-là, mais je déflore pas le sujet comme ça.